Bonjour et bienvenue au sommet des intelligences reconnectées. Aujourd'hui, nous allons passer une petite heure avec Philippe Drouet, qui est le créateur du concept Harmonie Évolution. Bonjour Philippe. Bonjour Coralie, très heureux d'être là ce soir. Eh Enfin ce soir, bien, ça dépend de l'heure à laquelle on sera, on sera reprojeté. absolument, voilà. Et en tout cas, merci à toi d'avoir accepté cette invitation et de contribuer à apporter des éclairages sur et même des éclaircissements sur comment améliorer ces relations et à partir des outils que tu utilises et de la philosophie que tu as mise en place, comment on peut justement mieux gérer ces relations, avoir moins peut-être tendance à s'isoler et puis finalement à se couper des autres, alors que finalement il y a quand même une source d'enrichissement en étant avec les autres. Comment faire pour justement gérer ses émotions quand on est une personne à haute sensibilité, hypersensible, pour que ça soit gagnant-gagnant, je dirais. Et puis, avant tout, merci de te présenter. Ah, le meilleur exercice celui-là. Voilà. Non, oui, très bien. Alors, me présenter, c'est toujours la plus grande difficulté. Euh, et pour essayer d'être succinct, en fait, pour moi, bon, bah, je pense que comme tous les gens qui écoutent, bah, je suis hypersensible. Mon enfance a été difficile au travers justement des relations. J'ai eu beaucoup de mal à me placer, en fait, à savoir comment me placer par rapport aux gens. Et dans ce contexte-là, eh ben, justement, d'une certaine manière, je me suis trouvé dans tout ce qui va être la science, tout ce qui va être les choses intellectuelles d'une certaine façon. Et du coup, dans ce contexte-là, ben, j'ai beaucoup travaillé et étudié et donc organisé mes études et donc mon parcours officiel d'une certaine façon autour de la science et de la technologie en l'occurrence. Et donc, ben, j'ai passé quelques masters et puis un doctorat en mécanique. Et après, j'ai travaillé dans l'aéronautique pendant à peu près 20 ans. En parallèle de ça, il est clair que je vivais toujours ces difficultés de relation. Donc, à un moment, je me suis fermé au monde, justement, comme tu disais un petit peu en introduction. Et fermé au monde, plus je m'enfermais, en fait, plus c'était difficile, parce que chaque relation nouvelle était encore plus difficile. Donc, je me suis posé plein de questions, j'ai étudié beaucoup de choses, j'ai étudié un peu la psychologie, j'ai étudié beaucoup de techniques qui ne sont pas occidentales. Voilà, donc ça a été le Qigong, le Tai Chi, les arts martiaux donc asiatiques, ensuite l'Ayurveda aussi, et puis d'autres techniques que sont la radiesthésie, l'énergétique d'une manière générale, tout en gardant un lien à la science et donc essayer de comprendre en fonction des connaissances actuelles à quoi ça correspondait tout ça et pourquoi ça pouvait faire des choses sur moi, pourquoi ça pouvait changer éventuellement mon comportement, pourquoi ça pouvait avoir un impact sur mes relations avec les autres. Donc, sans rentrer dans trop de détails de la vie, puisque bah, après chacun a sa propre vie, mais quoi qu'il en soit, il y a eu des moments clés dans ma vie qui ont été bah, des situations où je me suis beaucoup investi dans le travail et en quelque sorte du coup fermé par rapport à la relation et à l'humain, jusqu'à jusqu'à atteindre des situations, bah, des burn-out que j'ai fait à répétition avant de comprendre ce qu'il fallait engager pour moi-même. Et tout ça m'a mené à vraiment des réflexions profondes et se poser la question profonde aussi de qu'est-ce que je peux faire pour que que ce soit efficace, on va dire, que ces relations puissent se transformer et que ce soit surtout pas que de la stratégie. Parce que souvent, les hypersensibles, on crée des stratégies d'adaptation. Donc, on est en hyper-adaptation quasiment tout le temps. Et du coup, à l'intérieur, bah, c'est très compliqué quand même. Donc, et c'est très fatigant parce qu'on utilise beaucoup de ressources, d'énergie, du cerveau, etc., entre autres, et donc c'est très fatigant. Donc voilà, tout ça fait que ben, je suis arrivé au bout d'un certain temps à me poser des questions, à faire le blackout de la connaissance, c'est-à-dire ne plus chercher à obtenir des connaissances extérieures, mais aller vraiment chercher ce qui se passait en moi pour comprendre et transformer ça en un savoir, je veux dire, presque intuitif, qui me permettait d'aborder les relations ensuite avec beaucoup plus de fluidité et
en prenant en compte chaque relation comme étant nouvelle et non pas en prenant en compte une relation en me disant, bah, tiens, cette relation elle ressemble à telle relation, donc je vais appliquer telle stratégie en face. Voilà. Donc, c'est quitter les programmations que l'on peut se créer soi-même ou que la société ou notre environnement, notre éducation peut nous créer. Euh, et puis, justement, quitter toutes ces programmations de façon à être nouveau dans chaque situation et libre dans chaque situation. Voilà en gros comment je pourrais décrire un petit peu à la fois la biographie et le chemin qui me mène aujourd'hui à être avec toi ce soir, enfin ce soir ou encore une fois, je ne sais pas à quelle heure sera projeté, mais voilà, avec toi à ce moment en tout cas. Voilà. Oui. Et qu'est-ce qui t'a mené dans tes réflexions, tes Mhm. recherches, à finalement créer ce concept harmonie, évolution et voilà, comment est Ouais, arrivée finalement cette relation avec quelque chose à la base qui n'existait pas, hein, c'était un concept ouais, tout à fait. qui, bah, raconte si tu veux. Alors, déjà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour avoir exploré donc beaucoup autant les sciences donc occidentales, médicales, psychologiques, et puis les sciences orientales, en fait, moi, j'ai toujours trouvé quelque chose de super dans chacune de ces sciences, mais à chaque fois, j'étais bloqué à la limite de ces sciences. C'est-à-dire que si on prend la psychologie, même si on commence à y intégrer plus de choses maintenant, le côté de la sensation, le côté du corps n'y était pas intégré. Si on prend les médecines, euh, alors il y a une part de psychologie dans les médecines ayurvédiques et comme on dit, les chinoises, taoïstes, etc. Simplement, pour un occidental, c'est pas forcément simple à aborder, et il y a beaucoup d'aspects qui sont pas compréhensibles ou difficilement compréhensibles pour l'occidental. Une base qui est très nette, c'est que de toute façon, le corps humain, c'est le même pour tout le monde. On a tous les mêmes fonctions, on a tous les mêmes capacités de mouvement a priori, on va dire, et tout ce que l'on porte en nous, que l'on décrive le corps humain sous forme d'un méridien ou sous forme de nadis, de chakra ou sous forme de vaisseau sanguin, de système nerveux, etc. De toute façon, c'est une approche simplement. Mais qu'est-ce qui empêche de prendre la globalité de l'être humain, c'est-à-dire dans ses aspects aussi fréquentiel, énergétique, quantique. Euh, voilà, ce qui me dérangeait, c'est que tout était séparé, en fait, d'une certaine façon. Chacun avait sa propre idée et détenait une sorte de vérité. Et chacun, dans son contexte, a la vérité, d'une certaine façon. Mais pourquoi pas réunir tout ça et créer justement euh, une vérité, enfin une absence de vérité finalement, et juste un mouvement en se disant déjà que la vérité n'est qu'un mouvement et qu'une vérité d'un instant peut être remise en cause l'instant d'après, et c'est OK, voilà, il n'y a pas besoin de figer les choses. Donc, recréer du mouvement et aussi ce qui me dérangeait justement un petit peu, c'est que tout était dans une base de connaissances qui était assez figée d'une certaine façon, en disant bah, la vérité c'est ça, voilà, ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça. Et à chaque fois, je me disais bah, ok, je veux bien, donc j'essaie de regarder chez moi, puis bah, je trouve que oui, ça fonctionne un peu comme ça, mais il y a plein d'autres choses aussi qui marchent en même temps. Donc tout ça a fait qu'à un moment, je me suis, comme je disais tout à l'heure, coupé de toute connaissance et je me suis posé des questions en profondeur en me disant, en fait, j'arrête de chercher à mettre des segments ou des ensembles ou des cloisons entre les différentes choses. Et puis en fait, j'inclus tout. Voilà. Donc, moi, ce que j'appelle la conscience inclusive, et pour moi, la conscience inclusive, c'est simplement tout ce qui m'arrive. Et tout ce que je rencontre, je le rencontre. Et de toute façon, même d'un point de vue quantique, en fait, on est connecté à tout de toute façon. Donc, on ne peut pas séparer les choses d'une certaine façon. Donc voilà, donc c'est créer cette conscience inclusive et considérer l'intégralité de l'être humain et considérer aussi une certaine forme de simplification parce qu'à partir du moment où on cloisonne tout, en fait, tout devient complexe. Et si on réouvre les vannes, si on peut dire, eh bien, en fait, les choses sont beaucoup moins complexes. Certains veulent dire que c'est simpliste, mais ça n'a rien de simpliste. La simplicité, pour moi, n'a rien de simpliste. La simplicité, c'est quelque chose qui peut justement rendre les choses beaucoup plus fluides et du coup permettre de transformer l'être humain, ou plutôt non pas de le transformer, mais que l'être humain se retrouve lui-même en fait au fond de lui-même. Alors, euh, voilà, enfin, pour moi, c'est un petit peu ça qui a mené à la redéfinition d'une nouvelle vision. Et donc, pour répondre à ta question, derrière ça,
La conscience inclusive, pour donner un exemple de ce que c'est simplement, je sais pas, il y a quelqu'un qui veut me casser un bras, soit je ferme les yeux, puis je me dis, ah, ça va pas m'arriver, ça va pas m'arriver, puis forcément, il est juste à côté, ça va m'arriver. Donc ça, j'exclus. Si j'inclus ça, je vais avoir cette personne qui veut me casser le bras. Maintenant, inclure, et c'est souvent une erreur qui est faite, c'est pas du tout euh, se résigner, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout accepter et tout accepter de l'autre en fait. Et c'est là là aussi il y a des tendances dans la philosophie un petit peu, dans certaines philosophies, on va dire d'une manière générale, c'est on accepte tout, sauf que moi j'ai pas envie de me faire casser le bras. Mais ça ne veut pas dire que je n'inclus pas la personne dans ma vie, elle est là. Donc je l'inclus, je vais faire en sorte qu'elle me casse pas le bras et voilà, et puis transformer ça en tiens, qu'est-ce qui fait que cette relation a mené à cette volonté de me casser le bras. Et là, on peut discuter, on peut faire des choses. Mais si je n'inclus pas cette personne que je cherche à fuir, elle va prendre du pouvoir et être encore plus en position de me faire quelque chose que je ne souhaite pas. Donc quelque part, je suis responsable de cette situation aussi, mais pas coupable de quoi que ce soit. Je suis responsable et donc je dois faire en sorte d'apprendre à ne plus vivre ce genre de situation. Et donc travailler ma relation pour ne plus être dans la peur aussi, et voilà, entre autres choses. Bon, là c'est un peu touffu, mais bon, je pense que ça donne une petite idée, on va dire, de ce que veut dire la conscience inclusive. Ça veut dire que et ça, là, l'exemple du bras cassé, c'est facile, mais quand quelqu'un veut nous briser émotionnellement, ou même inconsciemment déjà nous faire mal émotionnellement, je peux le prendre en compte aussi. Et plutôt que de me couper, de m'enfermer et de l'éviter, c'est important que je le prenne en compte pour que je perçoive, j'observe quelle est cette personnalité et quelle est l'interaction entre lui et moi qui fait que qu'elle veut faire ce qu'elle veut faire sur moi. Voilà. Ou que moi-même, je peux vouloir faire quelque chose sur quelqu'un, alors que c'est pas forcément équilibré pour l'un ou pour l'autre. C'est pas écologique d'une certaine façon pour l'un ou pour l'autre. Donc en fait, cette conscience inclusive, pour moi, elle touche tous les plans. Elle touche autant le plan physique que le plan psychologique, que les plans subtils ou spirituels. On voit dans tous les plans, hein, il y a toujours des gens qui veulent prendre sur l'autre et d'autres qui attirent justement le fait d'être pris parce que on est dans une forme de névrose masochiste, par exemple. Ça peut être ce genre de choses aussi. Voilà. Donc pour moi, ce qui est important, ça a été d'être dans l'observation et créer ce système, cette capacité d'observation de soi-même d'abord et ensuite de l'autre. C'est toujours facile de dire sur l'autre ce qui se passe, hein. On a tendance à apprendre à regarder l'autre et puis à voir les défauts de l'autre, des fois les qualités quand même, heureusement, mais apprendre à s'observer, éviter le déni de soi, de ce que l'on n'arrive pas à comprendre de soi-même, si on comprend ce qui se passe en nous, déjà, on sera beaucoup plus à même de comprendre ce qui se passe chez l'autre et d'éviter des situations, de créer soi-même des situations relationnelles difficiles, on va dire. Voilà. Oui, oui, je sais que tu abordes le triangle de Cartman, justement, Ouais, qui permet de retrouver, qui est illustré et qui permet de retrouver le chemin voilà. de son Ouais, pouvoir. exactement. Le triangle de Karpman, c'est une partie de ce qu'on devrait observer en fait instinctivement à chaque instant, c'est-à-dire ce triangle maître-esclave-sauveur. On peut le voir effectivement d'une manière psychologique, mais on peut le voir aussi d'une manière énergétique, c'est-à-dire que on a des flux d'énergie entre un bourreau et une victime. Forcément, le bourreau il va se nourrir de la victime, mais en quelque sorte, la victime, si elle ne travaille pas elle-même sur elle-même, va rester victime, va toujours attirer un bourreau, parce que sinon, s'il n'y a pas de bourreau, elle ne peut pas exister en tant que victime. Et donc, elle ne peut pas appeler le sauveur dont elle se nourrit elle-même. Et le sauveur, lui, va se nourrir en tuant, entre guillemets, le maître, enfin, le bourreau qui cherche à créer une victime. Donc, on est toujours dans une dualité dans ce triangle, effectivement, qui est nocive, en fait, parce que c'est toujours de l'énergie perdue, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, parce que même le bourreau qui se nourrit de l'énergie de l'autre n'a pas compris qu'en fait, cette énergie, il pourrait l'avoir par lui-même sans avoir besoin d'une énergie extérieure. S'il n'a plus de victime, le bourreau, il meurt, parce qu'il ne peut plus se nourrir. Donc, le prédateur par rapport à la proie. S'il n'y a plus de proie, le prédateur, il meurt. Donc, il y a cette vision-là. Et puis après, si justement on revient vers l'observation intérieure, je vais te dire presque des évidences, mais en fait, en général, on est notre propre bourreau quand on se comporte en victime, puisque on attire à nous des gens qui vont nous manger. Et puis, quand on veut sauver les autres, quelque part, c'est toujours la même chose. On va chercher une victime pour pouvoir exister d'une certaine façon. Donc, dans tous les cas, si on s'observe, on peut voir que si on se met au centre du triangle,
et ben déjà, on va être dans une observation où on n'a pas besoin de passer par chaque extrémité du triangle pour pouvoir et dépenser beaucoup d'énergie, puisque dès qu'on se déplace d'un bout à l'autre du triangle, on dépense énormément d'énergie. Si on se place au centre et qu'on observe chaque déviation de notre comportement personnel en tant que victime ou en tant que bourreau ou en tant que sauveur, bah, tout de suite, on peut corriger. Et donc déjà, on n'a pas la même perte d'énergie, on garde plus d'énergie en soi. Et plus on garde d'énergie, bah, plus cette énergie peut être expansée et peut être utilisée en fait pour une meilleure compréhension de soi. Et on sait bien que plus on a d'énergie, bah, plus on est capable de faire de choses, moins on va rentrer dans des situations de névrose, plus on va être disponible pour l'autre aussi, etc. Voilà. Et ça, c'est une des formes en fait de travail qu'on peut faire. Effectivement, le travail maître exerce sauveur, mais c'est vraiment qu'une forme parce que il y a beaucoup plus d'autres, enfin, il y a beaucoup de choses à observer aussi en soi. Ben, il y a tout le système des névroses en fait. Donc, Carl Gustav Jung qui a parlé des névroses de la personnalité. Thierry Janssen qui en a fait aussi une évolution, on va dire, des explications. Et puis, ben, Marine Glanzmann qui va aussi intervenir cette semaine, jeudi, je crois, si je ne me trompe, qui va intervenir sur les névroses et sur la compréhension de comment reconnaître les névroses en nous. Encore une fois, comme je dis, d'abord s'observer soi. Donc, quelles sont mes névroses, dans quelle névrose je suis et qu'est-ce que cette névrose m'empêche de vivre. Voilà. Donc, on parlait de la séparation tout à l'heure, de s'isoler, donc la névrose schizoïdique ou schizoïde, peu importe comment on l'appelle. Ben, pour l'hypersensible, c'est effectivement quelque chose qu'on met souvent en place. On se sépare effectivement du monde parce que le monde est trop, euh, comment dire, trop agressif en apparence, parce que comme on voit toutes les informations, qu'on sent toutes les informations, qu'on a tout, c'est trop, parce qu'on ne sait pas les inclure en fait, tout simplement. Parce que dans notre éducation, on nous apprend à exclure, mais pas à inclure. Donc plus j'exclus de choses alors que les choses sont juste à côté de moi, ben plus ces choses avec mes œillères m'agressent quand même, mais je ne sais même pas pourquoi en fait. Voilà. Donc c'est ça qui est important à mon sens, c'est de recommencer à réouvrir les yeux petit à petit. On ne peut pas faire tout d'un coup parce que si on s'est fermé beaucoup, ben, ça sera un envahissement puis on va se refermer. Mais petit à petit relâcher les frontières en fait de notre prison d'une certaine façon, notre prison psychologique quelque part aussi, et puis énergétique. Et puis aller chercher à chaque fois la compréhension de quand quelque chose me dérange, ben, ce n'est pas de la faute de ce qui me dérange, et c'est de la faute de personne d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui en moi fait que je suis dérangé. Et là, je vais travailler là-dessus. Et pour travailler là-dessus, bah justement, bah là, c'est peut-être une question que tu m'aurais posée après, c'est comment on fait pour travailler sur tout ça, mais pour pouvoir transformer tout ça. Transformer tout ça, il y a plusieurs manières. Hein. Il y a toutes les techniques qu'on connaît, donc psychologie, hypnose, art-thérapie, euh, médecine alternative. Enfin, il y a des quantités de possibilités et toutes sont efficaces dans leur domaine et ça, il n'y a aucun souci. Et justement, bah, c'est là que je me suis dit à un moment, bah, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte, ayant essayé chacune de ces, enfin pas toutes, mais un grand nombre de ces disciplines, et je voyais que c'était long, très très long en général, et que je pouvais faire des progrès, puis des fois je repartais en arrière. Donc il y avait vraiment cette question, qu'est-ce que je pourrais avoir qui répond à mon besoin dans l'instant et à mon rythme, et puis que ça me respecte et que ce soit pas forcément douloureux. Voilà. Est-ce qu'on a encore besoin de se faire mal pour évoluer, en fait? Est-ce qu'on a besoin d'attendre que la vie nous envoie une difficulté, un événement pour évoluer? Ben, moi, ma vision, c'est que non. Et d'ailleurs, ça, l'Ayurveda l'explique bien, c'est que avant que ça se manifeste dans le physique ou dans le psychologique, ben, il y a plusieurs étapes avant. Et si on apprend à observer, ben, ces étapes, on est capable de voir qu'est-ce qui est en train de se préparer autour de nous. Et à partir du moment où on voit qu'est-ce qui est en train de se préparer, voir c'est bien, mais après, il faut décider de ce qu'on va faire et agir. Voilà. Et du coup, bah, enfin, la technique pour moi, c'est simplement ne pas utiliser le mental, parce que si on utilise le mental, alors, c'est pas qu'il faut pas utiliser le mental, mais c'est qu'il faut l'utiliser au bon moment. Mais la première chose à faire face à une situation, c'est utiliser son observation et dans l'intuition, pas dans la relation à qu'est-ce que j'ai appris, est-ce que j'ai déjà vu cette situation, si je fais des relations. Ce que j'ai déjà vu, bah, c'est forcément fini, c'est-à-dire c'est un ensemble de choses qui est numéraire, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de choses que j'ai vécues, et ce nombre de choses fait que toute nouvelle situation, bah, je ne peux pas l'appréhender avec ce que je sais déjà, puisque c'est nouveau. Donc, c'est quitter ce mode de fonctionnement et rentrer dans un mode de fonctionnement intuitif.
Et ce mode de fonctionnement intuitif permettra d'accéder à tout un champ de connaissances, de savoir, en fait, de savoir subtil d'une certaine façon, qui va me donner l'information de qu'est-ce que je peux faire et comment je peux réagir, ou plutôt comment je peux agir et non pas réagir. Parce que réagir, ça veut dire faire appel à ce que l'on sait déjà, en fait. Donc voilà, apprendre à observer en fait avant que ça se matérialise, plutôt que de prendre en pleine face quelque chose et puis de se dire oh, la vie m'a fait un cadeau, elle m'a appris, elle me dit que je dois travailler ça. Bah, c'est comme la personne qui me casse le bras. Je vais pas dire merci à la personne qui me casse le bras. C'est juste que j'ai pas été capable de faire en sorte de soit me défendre, soit de voir suffisamment avant que la personne avait une mauvaise intention. Donc tout ce qui nous arrive dans notre vie, tous les événements qui nous arrivent dans notre vie, on est capable de les anticiper sans réflexion pour autant, mais avec l'intuition, et de faire en sorte de ne pas faire que l'énergie, comme disait Einstein, la matière, c'est une énergie dont la fréquence est tellement basse qu'elle se matérialise. Et donc, c'est la même chose, c'est-à-dire tous les événements qui nous arrivent, c'est d'abord une énergie, et ensuite, comme elle n'est pas prise en compte, cette énergie, ben, elle descend en fréquence, et elle finit par se matérialiser, quelle que soit la forme. Voilà. Donc, à partir du moment intuitivement, on observe ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire que le mental n'est pas capable d'appréhender tout ce qui nous environne, en fait, tellement il y a de choses. Par contre, l'intuition nous permet d'avoir une sorte de radar, de scanning, qui permet de tout voir autour de nous, d'une certaine façon, avec de l'exercice, avec de la pratique, et puis de l'apprentissage aussi, quand même un peu, de technique. Et à partir de là, ben, on est capable de prendre chaque chose et puis de travailler dessus, donc avec différentes intentions, différentes émanations qu'on peut envoyer, et bah, tout va se transformer. Voilà. Et ce qui aurait pu nous arriver n'arrivera pas. Bah, c'est difficile de dire que ça n'arrivera pas parce qu'on ne peut pas dire. Alors, je sais, c'est toujours la difficulté aussi. Et il y a plein de personnes qui se disent oui, mais si tu dis que ça n'arrivera pas, peut-être que ça ne serait pas arrivé de toute façon. Donc voilà. Mais après, bah, c'est ce travail d'intuition en fait, et puis de recentrage sur soi qui fait que on voit que quelque chose va se présenter. Et ne serait-ce que quand on observe les autres, on voit aussi chez les autres que bah, on voit les choses qui se préparent. Ça se prépare. Et puis on essaie d'expliquer éventuellement, puis ben, la personne, dans son contexte à elle, ne peut pas saisir tout ça, et puis on voit que ça descend, puis à un moment, ça se manifeste. Et voilà. Donc, on a plein de solutions, on va dire, et puis surtout, ces solutions, elles sont pas si compliquées que ça. Voilà. On peut agir très rapidement, ça peut être ça peut créer des transformations très très rapides, et surtout nous amener vers des relations beaucoup plus fluides. Et bon, voilà, ça demande de travailler sur tous les programmes qu'on peut avoir, tout ce qui va nous bloquer quelque part. Oui, et justement, quand tu dis, donc justement, il y a différentes façons d'aborder Hum, ça. Effectivement, c'est fascinant parce que, comme tu disais, on pourrait bien plus souvent observer ce qui arrive énergétiquement pour mieux gérer la situation plutôt que d'attendre un mur, par exemple. ouais, Et dans les relations, effectivement, observer les relations pour voir ce qui se trame, en fait, finalement, parce que dans une relation toxique, par exemple, ben, il y a effectivement un manque de... Et ça arrive malheureusement à beaucoup de monde, hein. mhm, Les relations toxiques, c'est pas genre, voilà, je veux pas dire que ça ne m'est pas arrivé, mais je veux dire, c'est que on oublie à un moment d'observer et de regarder quelque chose qui ne fonctionne pas de façon bienveillante, hein. C'est pas gagnant-gagnant. Mais voilà, à cause de cette manque d'observation et de cette déconnexion à l'intuition, eh bien, on plonge dans la relation avec tout ce que ça peut entraîner comme conséquence, alors qu'effectivement, et même quand des personnes alentour le disent, vont faire la remarque, non, non, c'est pas vrai, mais ouais, enfin tout à fait. voilà, ou je l'aime, je sais pas, il m'aime. Oui, Et absolument. Ouais. donc, et tout ça, ça se mélange et on perd un peu le bon sens, en fait. Avec les émotions, quoi. Les émotions, c'est là l'émotion Oui, voilà, ouais. d'amour. Ou, Donc, j'allais enfin, dire, moi, sur ce que l'on aurait besoin d'observer, de façon à éviter de se retrouver dans des situations délicates, ben, il y a le côté mes sensations physiques déjà, bien sûr. Est-ce que j'ai mal quelque part, mais pas que le mal. Quel est mon état physique, mais surtout, c'est quel est mon état émotionnel,
quel est mon comportement? Est-ce que je me comporte, dans quelle névrose je me comporte? Quel est mon état d'être? Est-ce que je suis en train d'être dans un état de victime ou de bourreau ou de sauveur? Et ensuite, ben, quelle est ma sensation de tous ces états? C'est-à-dire, où est-ce que ça se manifeste dans le corps? C'est-à-dire, dans quelle névrose je me trouve? Dans quelle, comment dire, dans quelle position maître esclave sauveur je me trouve? Cette sensation physique de douleur, par exemple, à un endroit, en fait, ça se situe où dans le corps, mais surtout, c'est à quoi c'est connecté dans le corps. C'est-à-dire qu'on peut sentir, par exemple, une pression au cœur quand on a une émotion lourde, quelle qu'elle soit, peu importe. Ben, en fait, cette sensation-là, souvent, on la fige. C'est-à-dire que, ah, j'ai mal ici. Et puis, du coup, je reste coincé dessus. En fait, c'est parce que déjà, on a mis le mental et on a mis du jugement dessus. Et puis, comme on a peur d'avoir mal, ben, du coup, on est encore plus focalisé sur ça. Donc, en fait, l'observation, c'est surtout pas de jugement, surtout pas de mentalisation. C'est j'observe et si je devais mettre un petit peu d'action mentale, c'est où est-ce que ça veut aller? Je peux me poser cette question-là. Et si ça devait bouger, où est-ce que ça a envie de bouger? Et là, on commence à rentrer dans le monde de l'énergie du corps. Et à partir du moment où on commence à rentrer dans le monde de l'énergie du corps, on peut sentir dans son corps certaines zones qui sont effectivement en déséquilibre. Et ces sensations, tout le monde a des sensations. Souvent, on est fermé à ces sensations, mais ça peut être des sensations simplement de si je ferme mes yeux, je tombe plus ou moins à droite ou à gauche ou devant ou derrière. Sensations de lourdeur, sensations de vide dans les jambes, de sensations de chaud, de froid dans certaines zones du corps. Tout ça, on est capable de le ressentir. Mais souvent, nous a appris à dire mais non, c'est rien, laisse tomber. Tu es hypochondriaque ou en fait c'est ça le problème. C'est justement j'ai un copain médecin avec qui on discutait il y a pas très longtemps, puis il me disait moi en tant que médecin je me coupe de mon corps parce que sinon je vais toujours voir un petit truc puis ça va forcément faire relation à une maladie que j'ai appris et puis du coup je vais devenir hypochondriaque quoi. Donc bon, c'était rigolo et à la fois pas rigolo parce que finalement tout ce qu'on connaît en fait tout ce qu'on nous apprend nous coupe de notre corps au final. Donc, désapprendre un petit peu tout ça, ou surtout désapprendre la peur. Parce que, en fait, on peut regarder chaque chose qui se passe en nous. Même, j'exagère, j'ai une fracture ouverte. Ben, en fait, la fracture, ok, il y a des sensations physiques très fortes, mais c'est surtout la peur derrière de la conséquence que ça peut avoir, de l'incapacité à se défendre, de la capacité à bouger, qu'est-ce qui va m'arriver, le sang qui coule, etc. Tout ça, c'est la peur, en fait. Et du coup, on n'agit pas dans ces cas-là. On est en réaction de pseudo-protection et puis c'est tout ce qui se passe. C'est une réaction reptilienne, on va dire. Donc, c'est quitter cette manière de travailler, et, enfin de vivre les choses j'allais dire presque en résignation, ce que je dis tout à l'heure un petit peu aussi, et redevenir en fait son propre possesseur. C'est-à-dire ne plus donner son consentement à la peur, ne plus donner le consentement à celui qui va me casser le bras, mais c'est reprendre mon consentement et me dire qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, maintenant je suis capable de dire non éventuellement, si c'est possible dans cette situation, et je suis capable aussi de me retirer d'une situation. Je peux dire non. Je ne suis pas obligé de suivre ce qu'on m'impose, en fait. Et donc, et ça, quand je dis ce qu'on m'impose, ça se place dans tous les plans. C'est-à-dire que ça se passe dans le plan de la relation, comme ça peut se placer dans le plan même de la société, d'une certaine manière. Après, bien sûr, si je n'ai pas de moyen d'agir, ce n'est pas la peine justement de créer une colère ou de créer quelque chose. C'est simplement, je suis conscient de ça, j'inclus ça dans mon environnement. Je ne peux pas mettre les œillères. Ça existe, donc je ne peux pas mettre des œillères. Mais simplement, comment je vais réagir, moi. Voilà. Et si je commence à sentir, justement, comme je disais tout à l'heure, que ça commence à agir sur mon corps à tel endroit, là, je regarde que je peux dire que là, j'ai des mémoires, des programmes en moi qui font que ça me fait réagir à cet endroit-là. Et si c'est désagréable ou si c'est trop agréable, parce que ça aussi, c'est important de ne pas oublier que les extrêmes, quels qu'ils soient, c'est un déséquilibre d'une manière ou d'une autre. Donc même quand je fais la super fête, c'était trop génial, le lendemain, en général, ça va moins bien, quoi. Donc tout ça va se rééquilibrer d'une manière ou d'une autre. Donc si on essaie d'être un peu plus neutre, ce qui ne veut pas dire apathique et puis ne plus rien faire, on peut réussir, je trouve, à vivre les choses avec beaucoup plus de facilité. Donc l'observation, je disais, il y a le côté émotionnel, le côté physique, le côté on va dire, comportemental au travers des névroses. Et puis, il y a le côté justement de l'énergie que je sens en moi. Et puis avec du travail, avec de l'apprentissage et puis de la réouverture un peu de ses sens, on peut sentir aussi les énergies qui sont autour de soi, c'est-à-dire dans notre subtil personnel. Donc sentir des choses qui sont en train de descendre en fait dans le corps physique, mais qui ne sont pas encore dans le corps physique. Et là, on peut agir. Et donc,
le mode d'action, quelque part, que j'ai développé d'une certaine manière, c'est travailler avec des formes d'intention ou un petit peu des esprits, si on peut dire, qui vont être, qui sont exprimés aujourd'hui dans mon concept au travers de l'arbre de l'unité, qui est en fait comment dire, euh, la représentation de l'être humain dans son évolution d'une certaine façon. Et à l'intérieur de chaque partie de cette évolution-là, il y a des moyens d'action à l'intérieur. Voilà. Et par exemple, je prends un moyen d'action qui est le moyen d'action de circulation, par exemple. Voilà. Et cette circulation va permettre de relancer le système circulatoire, circulation de la pensée, que ce soit plus une pensée figée ou en boucle, relancer, pourquoi pas, la circulation aussi énergétique, la circulation lymphatique, tous les systèmes en fait qui ont besoin de circulation. Euh, je prends un autre exemple, ça va être par exemple la confiance. Voilà, relancer tout ce qui n'est plus équilibré dans la confiance. Voilà, ça peut être. Enfin voilà. Donc après, ceux qui voudront, ils pourront aller creuser un petit peu chez Harmonie Evolution pour voir un petit peu des explications. Mais à chaque situation, il n'y a pas une réponse qui est systématique. Il y a une réponse qui est ajustée. C'est pas une réponse qui est psychologique, qui est mentale d'une certaine façon, c'est une réponse qui est, c'est là, c'est celle-là qu'il me faut. Voilà. Ça peut être, tiens, là je suis déconnecté de moi-même, présence. Je me remets en présence. Et ça revient très très vite. Voilà. Limite, hein, si vous voulez, en termes d'exercice, souvent quand on est attentif à quelque chose, qu'on est en train d'écouter quelque chose, on a tendance à sortir un petit peu de soi. Donc, j'allais dire là maintenant, ceux qui écoutent, ou toi si tu veux aussi, Coralie, dis-toi simplement le mot présence. Et déjà, pour ceux qui ont déjà l'habitude de ressentir un peu, vous allez sentir que vous allez revenir dans vous-même, en fait. Parce que quasiment tous, je pense, vous étiez un petit peu sortis de vous-même. Et donc là, on revient en soi-même. Et pour certains, même, ils pourront sentir des sensations dans les pieds. Je pense que c'est ce que tu es en train de ressentir, Coralie. Des sensations dans les pieds, justement, où les pieds, tiens, se reposent. Voilà, on revient sur Terre. Et même au niveau du troisième œil, peut-être, tu vas ressentir des choses. Voilà. Donc, voilà, rien que cette intention-là, c'est le juste besoin au juste moment, et paf, ça y est, c'est fait. Donc, je ne sais pas comment tu te ressens, mais là pour moi, Oui, tu es beaucoup plus posé. Tu as pris oui, une autre posture, en fait. Voilà. oui, voilà. Et au niveau du cœur aussi, du chakra du Voilà. cœur. Voilà. Où c'était un petit peu emballé, on va dire, et puis un peu stressé. Et puis là, pouf, voilà, ça s'est posé. En fait, ouais, un ressenti d'expansion, enfin voilà, de chaleur et d'expansion. Voilà. Ouais. Et, très agréable, évidemment. Voilà. Donc voilà, ça c'est une illustration de la simplicité avec laquelle ça peut agir. Et donc là, c'est ce présence-là, je le dis en tant que mot, je l'émane d'une certaine façon, mais chacun peut l'émaner à sa manière. Et puis, dans le cadre de l'apprentissage, de l'intégration de tous ces moyens, j'ai pas envie de dire ces mots-clés, mais toutes ces connexions à ces intentions-là, qui ont une vie propre d'une certaine façon, moi j'avais développé des huiles donc pour passer par l'olfactif ou le physique, la sensation physique, et puis des cartes qui permettent justement d'aller chercher avec son intuition la réponse à un événement, une situation de l'instant, ou aller chercher même quelque chose avant que la situation n'existe. Voilà. On peut ressentir à certains moments, tiens, il y a un truc qui joue pas. Et puis si on fait rien, on met de côté parce qu'on dit non, il n'y a rien. Et petit à petit, ça va se mettre en place. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tout va se manifester. Ce que disait Einstein, hein, ça se manifeste parce que la vibration baisse et ça se matérialise. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui sont tout à fait gérables. Et donc, par rapport aux relations, parce que quand même le sujet, c'est les relations, quand je suis face à quelqu'un, que cette personne, je suis soit trop attiré, et chez les hypersensibles, des fois, on crée des attachements presque ouais, j'arrive plus à trouver le mot, mais c'est compulsif, oui, presque des attachements compulsifs, où cette personne, tout de suite, ça résonne, et puis donc on sent une vibration. Et puis notre interprétation par rapport à notre éducation, c'est ça y est, c'est le lien d'amour, ou c'est une personne qui est hyper importante, il faut absolument que je vive quelque chose avec elle. Mais en fait, si on observe, c'est pas forcément ça. C'est peut-être juste justement une connexion qui est là. C'est peut-être un être hypersensible à qui on a un petit bout de chemin à faire, pas forcément affectif, mais tout simplement quelque chose qu'on pourrait apprendre de l'autre, ou qu'on pourrait lui apprendre, ou qui pourrait nous apprendre, et puis juste poser cette relation. Sinon, on part dans un extrême, et puis après, du coup, derrière, déception, et puis on part dans l'autre extrême. Et donc, on se crée des illusions par notre programmation.
Voilà. Et si on prend l'exemple de quelqu'un qui nous met en colère, euh, moi j'aime bien la colère parce que c'est un exemple facile, on va dire, mais quelqu'un va dire quelque chose, il y a deux personnes par exemple, voilà, et puis quelqu'un dit quelque chose, il y en a un, ça le met en colère furieuse, et plutôt ça le fait rire en fait. Je pense que vous avez tous déjà vécu des situations comme ça, c'est-à-dire que bah, il y a quelqu'un, bon non, c'est pas grave, ce qu'il a dit, c'est pas gênant, et puis non, non, quand même, c'est pas normal, etc. Ben, on voit que tout est relatif à nous, et donc tout est relatif à la programmation de chacun. Et à partir du moment où on n'est plus dans cet extérieur en disant bah, c'est la faute de l'autre, il a été désagréable, etc., mais qu'on se dit tiens, ok, effectivement, s'il y a quand même quelque chose qui en moi n'est pas en équilibre, eh ben, je vais travailler là-dessus justement. Et je vais peut-être purifier justement avec purification les mémoires qui font que j'ai réagi comme ça à cette situation, ou je vais ben, peut-être aller chercher l'élément bois, par exemple, l'élément bois qui en médecine chinoise est associé à la colère, au foie, et puis que l'on va transformer en fait. C'est-à-dire qu'une fois que la colère est apaisée, ben c'est là que c'est bien d'apaiser la chose, mais c'est bien de la transformer ensuite et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Parce que s'harmoniser, il y a plein de techniques pour s'harmoniser, mais combien il y a de techniques pour après vraiment évoluer et puis faire en sorte qu'on sorte des cycles de répétition, c'est-à-dire transformer et expanser notre être de façon à ce qu'on soit plus pris par des choses qui habituellement nous envahissent. Ben, c'est là que je pense qu'on a à travailler beaucoup. Voilà. Et que bah, du coup, enfin, moi je propose des choses, après d'autres proposent aussi plein de choses. Mais en tout cas, moi je propose des choses là-dessus pour sortir des cycles de répétition. Dans les relations, on a souvent la grande mode du pervers narcissique, où les gens sont toutes des victimes du pervers narcissique. Donc, bah, si on revient un petit peu à soi, c'est qu'est-ce qui fait que cette personne est devenue un pervers narcissique? Elle était peut-être déjà, elle a peut-être des dispositions à être pervers narcissique. Mais finalement, quand on regarde bien, des fois nous-mêmes, on est le pervers narcissique parce qu'on est trop focalisé en tant que victime, on est trop focalisé sur notre petit problème à nous. Et puis du coup, c'est toujours la faute des autres. Et donc voilà, je veux pas créer comment dire, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je suis une victime, je suis une vraie victime. Il y a des fausses victimes, mais pas moi. Ben, observons-nous bien, voilà, parce que ce qu'on disait sur le triomphe de Cartman, en fait, quand je suis une victime, ben, quelque part, je suis aussi le bourreau des autres d'une certaine manière. Déjà de moi-même surtout, parce que enfin, c'est pas que je me complais, mais c'est que je m'entretiens dans ce rôle de victime, consciemment ou inconsciemment. Et puis, ben, si on commence à mettre de la conscience, on va peut-être se dire, bah, tiens, peut-être qu'il faut que je sorte de ce rôle-là et que j'arrête de faire en sorte que les autres puissent s'accrocher sur moi. Parce que la relation, elle est au-delà du verbal, elle est au-delà du contact physique. Et on le sent. Quand vous vous approchez trop près d'une personne, vous sentez que oula, il y a un truc qui joue plus. Donc on sent que même si on n'est pas en contact physique, il y a comme un autre contact palpable qui est, on va dire, notre corps subtil. Et quand les corps subtils ne sont pas en phase et qui se rencontrent, ben, on n'a pas envie, en fait. Par contre, quand ils sont en phase et qu'ils se rencontrent, ben, si on est trop proche d'une personne avec qui on pense qu'on a une possibilité de relation, ça attire encore plus, quoi. Voilà. Donc tout ça, ce sont des manifestations en fait de nos énergies, de nos relations, et à nous de faire en sorte de voir si cette relation est une relation qui va nous faire perdre de l'énergie au travers justement d'une relation maître-esclave, une relation effectivement de la victime par rapport à un pervers narcissique. Euh, alors il y en a des vrais pervers narcissiques, mais il y en a beaucoup, c'est pas des vrais pervers narcissiques. On en fait tout un pataquès, mais la plupart du temps, quand on voit les gens, ils se mettent en couple, ça va bien au début. Et puis en fait, après, chacun fait des efforts au début. Et en faisant ces efforts, c'est parce on a développé plein de stratégies pour plaire à l'autre d'une certaine façon. Mais si on essaie de défaire ces stratégies, ben, on va éviter plein de situations. La situation typique justement des pervers narcissiques et des victimes de ces pervers narcissiques, pour les faux, on va dire, pervers narcissiques, c'est que la personne qui a levé la prédisposition à la victime, ben, en fait, va prendre chaque petite situation comme étant une action de l'autre, comme étant une action de maître. Et puis, au fur et à mesure, ça va s'envenimer, et ça va se développer. Et la personne va retrouver son rôle de victime parce qu'elle n'est plus dans la stratégie de plaire à l'autre. Et puis, l'autre bah, va presque se retrouver victime de l'autre finalement et à devenir un pervers narcissique alors qu'il n'a même pas envie de devenir pervers narcissique. Mais quand l'autre commence à faire oh non, j'ai pas envie, oh, bah, attends, bouge-toi, machin, etc. Et ben petit à petit, ça va créer une dissociation et puis une exacerbation d'aspects dans lesquels personne n'avait envie forcément d'aller au départ, mais pourtant on y va parce que les prédispositions sont là. Oui, et puis finalement, la victime se prive de son pouvoir personnel,
complètement. prive de beaucoup de choses, de la vie, à être et à continuer à être dans cet état, d'où l'intérêt de Ben, voilà, s'intéresser à ce qui est possible pour reprendre son pouvoir plutôt que de vivre en état de victime toute sa vie. voilà. Et quelque part, voilà, il y a moyen, en fait, à partir du moment où on accepte, parce que c'est difficile pour la victime, parce que dans notre éducation, en fait, c'est bien d'être victime, on va dire. Parce qu'il y a les méchants et les gentils. Puis les gentils, en général, c'est les victimes, et les sauveurs. Voilà. Puis les autres, c'est les méchants. Mais comme on est éduqué dans ce bien, ce mal, ben, c'est difficile de revenir vers soi, parce que c'est pareil. Quand on revient vers soi, on nous dit, mais t'es égoïste, tu penses qu'à toi. Voilà. Donc, bah, du coup, on nous pousse, en fait, à ne plus être avec soi-même. Et pour un hypersensible, c'est encore pire parce que un hypersensible, j'allais dire, quand on lui fait une injonction comme ça, elle est démultipliée. Et donc, elle peut devenir une règle. Et je disais, les hypersensibles peuvent devenir des schizoïdes, mais ils peuvent devenir des super rigides aussi. Et donc, se rassurer dans un faisceau de règles hyper rigides, justement, de façon à être rassuré et à se sentir, OK, tout ira bien parce que tant que j'ai mes règles, tout va bien. À devenir toqué même pour certains cas. Voilà. Donc, Et, voilà, en gros, oui. et justement, donc tu proposes, donc tu as fabriqué ces huiles, hein, tu les as Oui, conçues, enfin tu les as oui, conçues, oui, tu as conçu les cartes. Est-ce que tu peux nous montrer ton jeu de cartes comme ça, ou une oui, carte bah, oui, par exemple, le jeu de cartes, visuelle voilà, là? un visuel, bah, ça va être le jeu de cartes, ça c'est le symbole harmonie-évolution. Et puis bah, les cartes, après, bah, comment dire, on peut choisir des cartes en fonction de notre besoin. Donc évidemment, le mieux c'est de choisir dans le sens du hasard et pas que le visuel, le mental ne puisse pas euh, se capter quelque chose et faire même un exercice presque inconscient de choix parce qu'il y a une couleur qu'on aime, en fait, des choses comme ça. Voilà. Et puis bah, du coup, bah, après, bah, dans le jeu de cartes, bah, en fait, vous choisissez une carte qui vous attire. Alors, soit c'est complètement visuel, tiens, c'est celle-là que je vais prendre, soit c'est avec la main, pour certains qui sont plus sensibles, bah, vous allez tomber sur la carte qui vous titille les doigts, on va dire, voilà, par exemple. Donc voilà, là, par exemple, c'est la carte R qui est sortie et qui propose justement euh, qui symbolise justement de la légèreté, de la fluidité, et aussi la perception du subtil, puisque l'air, c'est quand même très subtil. Voilà. Donc, c'est aussi des choses qui nous apprennent. Et puis après, dans le physique, ça va travailler sur le poumon, ça va travailler sur le système respiratoire, ça va travailler sur la fluidité de tout ce qui est dans le corps. Voilà, c'est au-delà du principe physique de l'air, c'est dans la symbolique aussi. Et puis voilà, donc ça peut être une méthode de travail. Et puis après, les huiles, bien sûr, c'est à peu près la même chose dans le principe, c'est-à-dire aller prendre une huile. Par exemple, là, il y a l'huile eau qui arrive, qui est là pour, dans la médecine chinoise ou enfin, on va dire par rapport à cette référence-là, ça va travailler sur les peurs, ça va travailler sur les systèmes urinaires, tous les systèmes aussi des fluides, mais des fluides denses quelque part. Et et sur l'émotionnel aussi beaucoup. Voilà, donc l'eau, après, ça a plein d'autres choses, mais surtout, chez Harmonie Évolution, en fait, on s'est posé la question aussi, mais une fois que c'est harmonisé, une fois que c'est en équipe, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on est équilibré, par exemple, dans l'eau, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la peur, qu'est-ce que je peux faire évoluer, en fait? Qu'est-ce que je peux faire grandir en moi? Et pareil pour tous les éléments, hein, c'est qu'est-ce que je peux faire grandir en moi une fois quand on parlait de la colère, le bois, une fois que c'est équilibré, une fois que je suis plus en colère, je sais qu'il y a quelque chose qui va provoquer la colère, donc qu'est-ce que je peux faire? Et puis en fait, quand on travaille avec ça, on a rajouté justement des compréhensions. C'est-à-dire que l'eau, par exemple, ça va être développer la sensibilité, l'équilibre entre la sensibilité et le contrôle. Et donc, au-delà du fait que ça nous a équilibré, que ça nous a harmonisé, eh ben, si on veut aller plus loin, c'est l'évolution 2, on va dire. C'est comme dans les Pokémon, hein, il y a l'évolution des différents Pokémon. Ben là, on a les évolutions de nous, on est des Pokémon, si on peut dire. C'est les enfants, désolé. Et, et du coup, l'évolution, ça va être trouver, équilibrer la sensibilité et le contrôle. Une fois qu'on a équilibré sa sensibilité et son contrôle, on va pouvoir accéder aussi à une forme d'honnêteté avec soi-même. C'est-à-dire, j'ai la sensibilité, j'ai le contrôle, et maintenant, quand j'observe qu'est-ce qui me fait perdre le contrôle ou augmente ma sensibilité, là, j'observe en moi et je suis dans l'honnêteté, c'est-à-dire que je n'ai plus de déni par rapport à ce que je peux être, en fait. Voilà.
Et derrière, du coup, si on accède à ça, on peut guérir. Voilà, l'eau, c'est aussi la guérison et la capacité à guérir les autres aussi. Voilà. C'est-à-dire que chaque huile nous fait accéder à beaucoup plus, en fait. Et d'une certaine façon, comme elles répondent aux justes besoins, les cartes et huiles, enfin ces intentions, ces esprits, si on peut dire, eh bien, on peut ne jamais en fait s'arrêter d'utiliser cet outil-là. C'est-à-dire que c'est pas, alors, faut pas croire que on devient accro à l'outil ou quoi que ce soit. C'est pas une drogue justement, puisque une drogue c'est toujours la même chose. On est en boucle avec la drogue. Parce que là, justement, chaque chose, on résout à chaque fois une étape et donc on peut passer à l'étape suivante très rapidement. Donc c'est un outil qui nous suit, qui est parfaitement évolutif et qui n'a pas de limite, si on peut dire, en utilisation. Voilà. Parce que ça prend en compte toute la globalité de l'être humain, quel que soit son plan d'existence. Donc ça, pour moi, euh, pour l'instant, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas de limite et qui peut agir autant du coup dans le physique que dans le subtil, que dans le psychologique, que dans tous les plans. Voilà. Et comment tu t'y es pris pour, j'imagine que ça peut de l'alchimie, de créer ces huiles que tu dis, je sais, tu dis des cartes et des huiles qu'elles sont vivantes. D'une certaine Mm. façon, oui. Voilà. Comment tu as mis au point ce concept et ces huiles? Ouais, alors bon, ça, je vais dire, je vais pas forcément rentrer dans trop d'explications Non, parce qu'en fait, j'allais non, dire, mais il faut déjà beaucoup de compréhension et de connaissance de soi pour voir un petit peu comment ça peut se faire. Mais bien sûr. en quelque sorte, bon, ceux qui connaissent un petit peu l'homéopathie pourraient se dire, voilà, on envoie une vibration, etc. Mais c'est un peu au-delà de ça dans le sens où c'est pas une vibration qui est figée, c'est pas une fréquence qui est figée. C'est donner une certaine vie, en fait. On est tous des créateurs, donc en fait, pourquoi on n'aurait pas le droit de créer quelque chose, voilà. Les femmes, vous mettez au monde des enfants, l'homme et la femme réussissent à générer, à concevoir quelque chose, on est aussi capable de concevoir des choses dans beaucoup d'autres plans, en fait, voilà. Donc, euh, il y a un moment, je me suis autorisé, en fait, voilà, je me suis fait, vous connaissez Mark Twain hein, avec sa phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. C'est un peu pareil. Voilà. C'est-à-dire que je me suis dit, comme je vous ai dit, à un moment, j'ai coupé toute connaissance, j'ai arrêté de lire. En 10-15 ans, j'ai peut-être dû lire 3 ou 4 bouquins, pas plus. Je me suis autorisé tout, en fait. Et j'ai expérimenté. Au début, j'ai fait ça pour moi. Et puis après, j'ai vu que ça travaillait pour moi. Mais j'y croyais moyennement parce qu'en fait, c'est toujours pareil, quand on n'a pas de retour de l'autre, et c'est là que la relation est très importante aussi parce que le retour de l'autre, et des fois, quand on n'arrive pas à se voir soi-même, c'est un miroir. Et souvent, il faut accepter le miroir de l'autre, que ce soit un miroir justement de la colère de l'autre, comme ça peut être le miroir aussi de la gentillesse, mais pas forcément du sauveur. Parce que dès qu'on commence à nous dire, tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, voilà, moi je reste prudent. Euh, Moi, j'aime bien qu'on me montre ce que j'ai pas vu, mais après, c'est à moi d'agir. Je vais pas donner mon pouvoir encore une fois à quelqu'un d'autre et qu'on va me dire, tiens, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, ça c'est, euh, j'ai presque dire, c'est pas dans notre temps parce que malheureusement c'est encore beaucoup ça. Mais comme tu disais tout à l'heure, reprendre son pouvoir, reprendre sa souveraineté, reprendre sa responsabilité et son autonomie, c'est ça le plus important pour moi. C'est-à-dire que et là encore, reprendre son autonomie, ça ne veut pas dire je me coupe des autres et je deviens en autarcie. C'est pas l'autarcie, l'autonomie. Hein. L'autonomie, c'est être capable de s'observer, de se dire de quoi j'ai besoin, justement. Et puis, si j'arrive pas à trouver la réponse par moi-même, je peux faire appel à un ami, comme on dit dans l'émission. Et puis, lui peut me donner des indications qui pourront me faire le tilt au moment où c'est prêt, en fait. Mais si je fais rien pour moi-même, que j'attends que les autres fassent toujours pour moi, je reste extérieur et donc j'évolue pas. Donc, je réponds plus ou moins à ta question, mais voilà, c'est pour dire que on est tous des créateurs et notre capacité de création elle peut être à différents niveaux. Et peut-être que moi j'avais les prédispositions pour ça, d'autres ont des prédispositions pour d'autres choses, mais en tout cas, c'était mon truc, voilà, si je puis dire, et que je partage avec immensément de plaisir en tout cas. Oui, oui, dans le cadre de formation. Dans le cadre de formation, dans le cadre Mm. d'accompagnement individuel si besoin, de groupe aussi. Et puis, et surtout, voilà, le but aussi de ces formations, c'est justement de redonner les capacités à chacun de travailler, de s'observer et puis d'agir sur lui. Et puis, pour les gens qui ont
plein de connaissances dans d'autres domaines thérapeutiques ou dans le coaching ou dans toutes ces disciplines-là, ben, c'est leur donner un plus qui fait que là où pour tout thérapeute à un moment se dit ben là j'arrive plus à rien faire quoi. Et ben justement, c'est peut-être ne plus être coincé comme ça. Et puis, enfin, je le vois en massage par exemple, où ben, souvent, ben, ceux qui utilisent l'huile pour les massages, ben, on sent qu'il y a des nœuds. Et puis, en fait, une huile, pouf, le nœud il part. En fait, voilà, ça va être ce genre d'effet. En hypnose, c'est super efficace. Enfin voilà, il y a beaucoup de points où justement un nœud, comme il est abordé souvent sous le plan soit mental, soit ben, que énergétique. Eh ben, si on l'aborde sur tous les plans à la fois, ce que font justement les huiles et les cartes, eh ben, tout peut d'un seul coup en fait se dénouer parce que c'est comme des vases communicants. Si on ne vide qu'un seul vase, ben, le reste va se remplir, donc ça ne va pas résoudre le problème. Voilà. Donc là, c'est cette vision globale des choses qui fait que ça peut être complémentaire à tout. Ça peut amener à chacun à se rappeler qu'il est responsable aussi de lui-même, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses après qui sont faisables. Il y a ces formations. Et puis après, ben, il y a le petit document qui sera à disposition de chacun à la fin de cette interview, euh, qui est ce que j'appelle la méthode Yoda. Voilà, j'aimais bien ce mot-là. C'est tombé assez hasardeusement dessus, mais bon, il n'y a jamais de hasard. Le I étant pour intuition, le O étant pour l'observation, le D pour la décision et le A pour l'action. Un système bouclé parce que ben, dès qu'on agit, ben, ça nous permet d'observer autre chose et puis on peut continuer à décider à agir dans l'intuition. Et ça permet déjà de se dire, tiens, ok, ça fait une petite checklist, on va dire, tiens, quand je suis plus bien dans mes bottes, ben, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Qu'est-ce que je peux observer? Qu'est-ce que je peux décider de faire et en quoi je peux agir? Voilà. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc on a créé avec Madame Glanzmann justement un institut, l'Institut Harmonie Évolution, qui permet d'aller chercher la conscience chez chacun. Voilà. Retrouver cette conscience inclusive, retrouver cette conscience qui nous amène à une certaine forme de sagesse au travers justement de formations sur les névroses et surtout comment agir sur les névroses. Parce qu'on parle beaucoup des névroses. Ah tiens, on a la névrose ceci, on a la névrose cela, mais on peut agir sur ces névroses et les guérir. Et quelqu'un qui est un schizoïde, quelqu'un qui est justement guéri de sa schizoïdie, ben, c'est quelqu'un d'hypersensible en général, ben, du coup, il devient hyper réceptif, mais sans l'insécurité de la réceptivité, si on peut dire. Un rigide, ben, il va devenir quelqu'un de rigoureux, mais pas dans l'excès de la rigueur qui devient de la rigidité. Voilà. Donc, il y a tout ce qu'on peut apporter, en fait, rien n'est à négliger, tout est à inclure. On ne peut pas dire qu'on n'est pas névrosé, on est tous névrosés de toute façon. Voilà, on ne peut pas dire qu'on se comporte tous comme qu'on est absolument neutre et que non, non, je ne vais pomper l'énergie de personne dans chaque instant de ma vie. Non, bien sûr que non. On est tous à avoir des petites réactions tiens, j'ai envie de dominer un petit peu la personne, comme ça, bah, je me revigore, ou je fais le beau, là, comme je fais là, par exemple, je fais le beau, tout est beau, tout est rose, je vous pique votre énergie. Non, voilà, on peut aussi ne pas être dans ces attitudes-là, et si on est observateur de soi, on peut être dans une situation de neutralité bah, qui nous permet d'être le moins intrusif et le plus respectueux de chacun, j'allais dire pour le plus grand bien de tous. Donc voilà, c'est ça qu'on cherche à transmettre au travers de l'Institut Harmonie Évolution. Eh bien, c'était très intéressant, merci, parce que ça permet, Merci beaucoup à toi. merci, Ouais. ouais, parce que ça permet vraiment de remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à l'observation, parce que quand on nous parle d'observateur, voilà, ok, on nous parle d'un instant de l'observateur, et puis après, on replonge dans nos anciens schémas. Voilà. Et là, voilà, Ouais. une fois, et puis, comme tu l'expliques, d'être dans l'observation, et puis voilà, tout ce que tu as expliqué, hein. Ouais, voilà. Et Et bien, l'observation, pour moi, c'est vraiment chaque instant, en fait. Si on transforme, en fait, notre mode de vie actuel qui est dans l'extérieur, on est toujours à l'extérieur de soi quasiment à 100% de notre temps. Si on transforme ce temps en une observation et une décision-action permanente, en fait, ce yoda, justement, dont je parlais tout à l'heure, eh ben,
on est toujours en train d'agir, toujours en train d'être bien avec soi-même parce que dès qu'on va observer, on va être capable de sentir chaque petite digression, chaque petit décalage d'axe, on va dire, et donc changer de mode de vie avec un mode de vie d'un observateur et d'un acteur en même temps, hein, on devient les créateurs de notre vie, créateurs et acteurs à la fois, et ben, ça change vraiment les choses. Voilà. Donc, en tout Oui, cas, ouais. beaucoup de personnes ont pu en profiter et moi-même en suis le premier exemple d'un changement de vie radical entre quelqu'un qui était dans l'insécurité permanente quasiment, fermé, d'une timidité monstrueuse dans ma jeunesse et qui aujourd'hui, ben, je vis beaucoup mieux avec les relations, avec les gens et puis ça me fait même plaisir de voir des gens alors qu'avant, quand il fallait voir des gens, bof quoi. Oui, oui, Donc et ça voilà, fait vraiment penser, le côté observateur, c'est à la différence de quand on conduit. On conduit de façon, quand on maîtrise bien la conduite, finalement, on conduit un peu en, comme on dit, en automatique, pilotage ouais, automatique ouais, et on observe, on n'est plus dans l'état d'observation. Et finalement, c'est un petit peu comme ça qu'on vit souvent en pilotage automatique au lieu d'être exactement, dans l'observation. C'est un petit peu comme si on était tout en train de conduire sans faire attention. Et alors exactement, que ouais, voilà, c'est un peu le contraste et de revenir à soi dans l'observation et pas dans le pilotage automatique. tout à fait d'accord, absolument d'accord avec toi. Voilà, c'est Ouais. partage de prise de Voilà. conscience, d'une métaphore. Ouais. Donc voilà. Ok, bah écoute, à nouveau, Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup à C'est toi aussi. Merci très... pour l'organisation de ce sommet qui pour moi est vraiment très important parce que ce qu'on oublie beaucoup, c'est que justement, l'hypersensible n'est pas anormal. Justement, pour moi, l'hypersensible, c'est lui la normalité. Et la plupart des gens qui ne sont pas sensibles, ils se sont coupés de leur hypersensibilité, enfin de leur sensibilité tout simplement, quoi. Donc, on est normaux les hypersensibles, voilà. Et puis en fait, quand je dis on, c'est pas pour créer un groupe, c'est pour inclure tous les autres justement. Et essayons de voir quand on voit les gens qui sont pas sensibles, en fait, on voit leur souffrance et essayons de leur ramener à une sensibilité pour qu'ils reviennent et qu'ils s'incluent dans le monde, quoi, et qu'ils ne se séparent pas inconsciemment, on va dire, du reste du monde, tout simplement. Hmm, Voilà. ouais, merci, c'est une belle mission. Plutôt que de s'isoler, les autres s'isolent dans leur hyposensibilité. Ben voilà, oui, finalement, même avec tout ce qu'ils ont construit, ils croient qu'ils sont joyeux, mais finalement, la plupart du temps, ils sont juste prisonniers de leur rigidité, finalement, d'une certaine manière, ou de leur sensibilité masquée, quelque part. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup à toi, Coralie, pour cette organisation, pour ce sommet qui, j'espère, va vraiment apporter beaucoup de conscience à beaucoup de monde. Voilà, Je l'espère, et c'est en effet l'intention absolument. de permettre cette conscience, de conscience de parfois que l'on subit Mm. des situations de la vie sans pouvoir mettre de mots. Alors voilà, on catégorise, mais en même temps, parfois quand on met le mot, eh bien, c'est aussi rassurant. Et puis à partir de là, on peut investiguer et puis observer. Absolument. Bon, eh ben, Merci. écoute, merci beaucoup. Merci. Et puis à une prochaine fois, de toute façon. Oui, donc je mets le lien de ce cadeau que tu vas nous Oui, offrir. absolument. Hein. Ouais. Et puis voilà, et bien à tout le monde, et à très vite dans la suite des interviews. À bientôt, au revoir. Merci. Au revoir.